vraiment très rural comme paysage industriel. On a autour de soi un peu l'esprit des gens. On sent qu'il y a quelque chose qui est en filigrane, en quelque sorte. Si vous allez interroger des personnes qui s'intéressent au patrimoine, vous allez avoir 1000 récits différents. Ça va être parce que leurs parents ont travaillé là-dedans. Ça va être parce qu'ils se sont penchés un jour sur des archives et ça les a accrochés, passionnés. Parce qu'ils s'intéressent tellement à l'histoire de leur village qu'il fallait qu'ils comprennent quel était le rôle de cette usine qui était posée là au milieu. Parce qu'ils sont tombés amoureux du lieu en le croisant un jour au détour d'un virage. Parce que aussi, ils ont des choses à dire, à revendiquer sur cette histoire industrielle, à dire qu'elle était belle, à dire au contraire qu'elle était terrible et que c'est très bien de l'avoir dépassée. Finalement, 1000 manières d'aborder le patrimoine et 1000 héritages différents aussi à découvrir. Le patrimoine, c'est effectivement l'idée de conserver quelque chose qui a été bâti à un moment donné. Mais il faut lui donner du sens aussi à cette démarche. Et le sens, c'est vraisemblablement celui de transmettre à ceux qui viendront après nous quelque chose qui a été fait par ceux qui sont venus avant nous. Alors, il faut donner effectivement du sens à cette démarche en préservant, en présentant, en développant, en recherchant le maximum de choses. Alors je pense que ce passé peut nous apprendre quelque chose et peut nous aider à nous diriger vers quelque chose qui a du sens aussi. Parce que ce qui a été fait avant nous avait du sens, ce qui a été fait avant nous a aidé la société à se développer, et ce qui viendra après nous ne peut se bâtir que sur quelque chose qui l'a précédé. Le patrimoine, il est aussi constitué d'une mémoire pas spécialement ouvrière, mais d'une mémoire professionnelle, qui est sauvegardée grâce à des textes, grâce à des ouvrages qui ont été écrits là-dessus, et qui témoignent d'une façon de travailler, d'une façon de vivre, d'une façon de gérer le quotidien. Et ça aussi, ça fait partie du patrimoine. C'est pas seulement des bâtiments. Affirmer que l'Ardèche est une terre d'industrie. Parce que c'est un espace rural, on ne l'imagine pas forcément. On va plutôt s'intéresser à ses aspects agricoles ou on va s'intéresser à ses vestiges plus anciens, que ce soit la grotte Chauvet ou que ce soit aussi... Ce qu'il y a eu pendant des siècles, c'était dans chaque village, voire pour chaque hameau, il y avait un moulin à blé pour que les gens puissent moudre leurs céréales. Dans la plupart des villages, que ce soit dans la vallée de la Glueyre, comme ici, ou dans toute l'Ardèche, il y avait de très nombreux moulins qui utilisaient la force motrice des cours d'eau. C'est-à-dire que l'eau sortait d'un moulin et rentrait dans un autre, et ça travaillait comme ça, de façon ininterrompue pendant des siècles. À partir du XVIIIe siècle, l'industrie de la soie s'est développée. Il lui fallait de la force motrice. Il n'y avait plus de place sur les cours d'eau parce que les moulins avaient pris toutes les meilleures places. Et donc, il y a eu concurrence entre le moulin et le moulinage. C'est une époque, à partir du XIXe siècle, où les moulins ont périclité. Les petits moulins, parce qu'ils étaient alimentés par les gens qui apportaient leurs céréales. Il y a eu l'exode rural. Les gens sont partis dans la ville, sont allés travailler dans les usines. Donc les constructeurs de moulinage de soie se sont jetés sur ce potentiel, voire ont poussé à l'achat certains meuniers. Et beaucoup de moulinages ont remplacé des moulins. Tout commence avec l'éducation du ver à soie, la sériciculture, ce ver qui fabrique un fil jusqu'à 1,5 km de longueur.
et qui, lorsque le ver a fini de manger toutes ses feuilles de mûrier, qu'il a fait ses 5 mues, eh bien, il se pose et il va baver et fabriquer ce fil et s'entourer et faire un cocon. C'est la princesse chinoise qui a trouvé en 2700 avant Jésus-Christ que ce cocon était composé d'un fil. C'est en buvant son thé dans son jardin, elle, malencontreusement, et tant mieux pour nous, laissait tomber son cocon dans sa tasse de thé. Il était tout chaud et elle a tiré un fil. Et son empereur de mari, qui n'était pas si bête pour un empereur, ça arrive, lui dit « Mais tu sais, tu peux très bien, avec ça, on pourrait mettre plusieurs fils ensemble et faire peut-être un tissu. » C'est ainsi que les Chinois sont devenus les maîtres du fil 2500 ans avant Jésus-Christ. C'est Confucius qui le raconte, donc on peut penser que c'est vrai. Et à partir de là, ça a eu un périple très important et c'est venu chez nous plus tard. À partir de la région de Chomérac, vers les années 1670, 1680, etc., les besoins de la fabrique lyonnaise se développent et ça a fait tache d'huile. Et les activités moulinières ont pénétré progressivement le département. C'est arrivé dans la région de Privas, de Coux, tout ça. Et puis ça a débordé le col de l'Escrinet. C'est arrivé sur Aubenas, Jaujac, l'Argentière. Et par extension géographique, le département s'est couvert d'activités moulinières, alors que le point de départ, il est très nettement dans le couloir rhodanien. À l'apogée de son activité, l'Ardèche va devenir, avec plus de 400 moulinages en fonctionnement, le premier département de France pour l'ouvraison des soies, avec 800 tonnes annuelles traitées et environ 15 000 ouvrières. Et il y a toujours Lyon qui est là derrière, comme centre d'impulsion, parce que Lyon, étant le débouché naturel de la soie moulinée, va commander tel ou tel type de torsion, selon le type de tissu qu'on veut faire. Et tout naturellement, les Ardéchois sont sollicités. Tordez-nous le fil de telle façon, faites-nous tel type d'ouvraison, etc. Et pour ponctuer tout ça, eh bien, les Lyonnais qui avaient de l'argent ont prêté de l'argent aux Ardéchois pour qu'ils puissent s'équiper. Donc il y a la tutelle lyonnaise qui est permanente là derrière. Il y a incontestablement une éclosion fantastique qui se fait entre 1670 et on va dire 1850 à peu près. Pendant toute cette période, c'est l'expansion, mais il y a toujours par derrière Lyon qui est le chef d'orchestre, en quelque sorte. Et donc, moi, parfois, je partais à 3h30 de chez moi pour pouvoir arriver à 5h moins 10 à l'usine de la Neuve. Et de la neige plus haut que le genou. C'était horrible, il n'y avait qu'un tracé, c'était affreux. On travaillait à 35, 36 degrés, toute l'année. Les hivers étaient très froids à l'époque, plus rigoureux qu'aujourd'hui. C'était moins 15, moins 20. Et entre le taux d'humidité et les 25 degrés, ça faisait 33 degrés de température ressentie. Et elles arrivaient parfois trempées. Elles avaient parfois des vêtements de rechange avec elles, 2, 3, mais ça faisait un écart de température terrible. Les gamines, parce qu'elles commençaient tôt, effectivement, 10-12 ans au départ, et puis ensuite, bon, les lois sociales ont repoussé l'âge d'embauche, mais ça pouvait commencer assez tôt, dans les années 1820, enfin, sous la Restauration. Eh bien, ces gamines étaient en quelque sorte mandatées par leurs parents pour ramener le peu d'argent possible qui permettrait d'équiper la famille, parce que le travail du père, c'était essentiellement produire des produits agricoles pour l'alimentation du milieu familial. Il faut comprendre que le moulinage s'est développé en Ardèche dans les années 1750 parce que la population avait augmenté. Ce qui fait que quand le moulinier est venu ici pour créer ses emplois, il a vu des filles partout. À la limite, le paysan dit « Mais mes filles, je ne sais pas quoi en faire. Hein. Oh, ben, je vous les prends à l'usine. »
Et c'est ainsi que ça a commencé à s'engrainer et que finalement, elles ont travaillé pour pas cher. C'est très vieux ce que je vous dis. Moi, je vous parle déjà de ma grand-mère et de ma mère. On l'avait mise dans les moulins parce qu'elle était très rapide pour travailler dans les moulins. Et on lui donnait à elle les apprentis. Parce qu'elle était très rapide et très pointue. On disait à l'époque très pointue. On avait les doigts qui allaient très vite, sans rien casser. Donc, elle dressait les apprentis à travailler au moulin. C'était quand même de la soie naturelle. Et donc, il fallait quand même qu'il n'y ait aucun gaspillage. C'était assez sévère. Allez, hop. Là et là. Allez. Et maintenant, on va nouer. Ici, il y avait une soixantaine d'orphelines. Souvent, les mères ne pouvaient pas, quand le père était mort, la mère de famille ne pouvait pas subvenir aux subsistances des enfants. Donc, elles plaçaient leurs filles dans des orphelinats. C'est souvent des filles qui venaient de Paris ou de Nice ou de... Il y avait des Italiennes aussi qui venaient là. De 13 ans à 14 ans, elles étaient à l'école. On leur apprenait les rudiments scolaires, la religion et également le travail de la soie. Et à 14 ans, elles faisaient leurs 10 heures de travail de journalier. Et puis à 21 ans, on essayait de les marier, de leur trouver des bons pères de famille. On les dotait un petit peu. Elles faisaient leur trousseau pendant toutes ces années-là. Et souvent, quand elles n'étaient pas baptisées, mon arrière-grand-père était parrain de pas mal de ces ouvrières. Ce que nous avons de ce côté-ci de la rivière, c'est tout le complexe immobilier de l'ancienne fabrique royale qui date de 1754 et qui a été un établissement pionnier. On doit la réalisation de cet ensemble à deux opérateurs qui ont travaillé la main dans la main, en s'entendant très bien. Un moulinier ardéchois qui s'appelait Henri Deydier et puis le génial mécanicien qui était Vaucanson, lequel a été chargé par les pouvoirs publics d'imaginer une filière moderne, efficace, pour travailler la soie. Et grâce à Vaucanson, on est arrivé à un degré de sophistication mais absolument inouï pour le travail de la soie. Et cet ensemble donc, de fabrique royale avait une deuxième originalité, et tout cela c'est grâce à Vaucanson qui a eu l'idée d'associer une filature pour dévider les cocons et un moulinage pour tordre le fil. Et ça a donné matière à créer deux bâtiments qui sont d'ailleurs de formes un petit peu différentes. Chacun a sa spécificité, mais le tout est complémentaire. On voit encore très bien l'organisation générale de bâtiments qui s'échelonnaient sur une bonne centaine de mètres. C'est vraiment quelque chose de colossal. En 1750 et dans les années qui suivent, il y a des gens qui avaient déjà à l'esprit des notions de production industrielle à grande échelle avec des bâtiments adaptés, alors qu'avant, on avait plutôt des petits ateliers de dimension modeste. Tous les industriels qui, ultérieurement, ont voulu s'installer, créer des moulinages, ils se sont un peu inspirés de ce que Vaucanson et Deydier avaient imaginé. Dans un périmètre de quelques centaines de mètres, on a une quinzaine de fabriques. Une concentration, donc, qui est tout à fait exceptionnelle par rapport à l'image que l'on a habituellement du moulinage, qui repose plutôt sur des fabriques isolées dans les fonds de vallée, dans les campagnes. Là, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Alors, comment s'explique cette densité de fabriques qui date toute de la première moitié du 19e siècle? Eh bien, c'est tout simplement grâce au canal, le fameux canal de Baza, qui traverse le secteur et dont l'énergie a été utilisée par tous les usiniers au prix de travaux absolument fantastiques. Il y a un réseau souterrain sous ces bâtiments dont on n'a pas idée. Ce qui est intéressant à Saint-Sauveur et aux Olières, c'est qu'effectivement, il y a eu le moulinage,
Au départ, il y a une espèce de complexe industriel qui s'est créé autour. C'est un menuisier d'ailleurs qui a commencé à construire les moulins, puis qui est devenu une entreprise d'industrie mécanique, Bourgeat, qui est devenue une grosse entreprise. Aux Ollières, la famille Fougerolles, grande famille protestante déjà, a eu le même parcours, moulinage et construction de moulins pour alimenter d'abord les moulinages du coin, puis les moulinages de toute la France, voire de l'Europe, hein. Et puis, il s'est constitué aussi autour l'aval du moulinage, hein, la filature et le tissage, qui a fait que Saint-Sauveur de Montagut avait 550 ouvriers dans le milieu du début du XXe siècle. Saint-Sauveur, dans les années 1840, ça n'existait quasiment pas. C'était un petit hameau de 10 maisons, 15 maisons. Et les industries ont créé un paysage très particulier et original à Saint-Sauveur, en ce sens que les bâtiments des différentes industries étaient d'assez grande taille, se sont développés en même temps que les logements tout autour. C'est-à-dire qu'il y a la fusion dans ce village du bâti industriel, du bâti ouvrier, du bâti commercial et même des maisons de maître. Je trouve que les Ollières, dominées par les 3 châteaux successifs, c'est plus que des maisons de maître, les 3 châteaux que se sont construits la famille Fougerolles, c'est l'empreinte d'une domination très forte. Il faut savoir que les Fougerolles étaient aussi, en même temps, bien sûr, patrons de leur entreprise, maires, voire conseillers généraux, et ça a duré très très longtemps. En général, ils étaient républicains, de gauche, mais ils étaient des patrons. C'est vrai qu'au Moulineau, c'est très emblématique, puisque ça a été repris par la fabrique de glace de haut de gamme Terra Delis, qui, d'une certaine façon, assure une certaine continuité avec la qualité de ce qui se produisait autrefois au Moulineau. Et donc, je trouve tout à fait symbolique que ce soit Terra Delis qui soit à la place et qui réussisse. Champ-la-Liour, c'est un ensemble de bâtiments qui a été commencé à être construit au XVIIIe et ensuite qui a continué au XIXe siècle. À l'origine, c'était sur 2 propriétés. Une, il y avait le château du Bijou, et puis l'autre, il y avait un mât, le mât de Champ-la-Liour. Il y a eu un premier moulin ici, ensuite un premier moulinage fin XVIIIe. Et ensuite, ce moulinage a été augmenté avec au-dessus un orphelinat industriel où il y avait des filles qui venaient travailler la soie, la chapelle. Et puis ici, c'est Haute-Champ-la-Liour. Il y avait Basse-Champ-la-Liour, Haute-Champ-la-Liour. Les moulinages sont assez enterrés, sont assez mastocs, et les filatures sont très ouvertes sur la lumière. Là, il y avait une grande verrière. Au-dessus, il y avait des verrières zénithales. Et puis, la façade nord et la façade sud ont des grandes fenêtres aussi, pour que les ouvrières voient leur travail. Le fil de soie est très fin, donc il fallait vraiment beaucoup de lumière pour pouvoir voir ce qu'on fait. Alors là, je regarde les autochromes qu'avait fait mon arrière-grand-père, qui était lyonnais, qui connaissait bien les frères Lumière et qui a fait quelques vues de Champ-la-Liour. C'est une activité qui était aussi difficile à maintenir parce qu'il y avait une évolution de la technique. Et la technique évoluant, il y avait des machines de plus en plus rapides. Un fuseau, une bobine d'un nouveau métier était équivalent à une usine comme ça. Donc, c'était plus rentable d'avoir des usines comme ça. Et Mademoiselle Giraud n'a pas souhaité détruire les machines. Elle espérait un jour que les machines redémarreraient. Elle serait heureuse certainement de savoir que ces machines tournent de nouveau, mais c'est pour la démonstration et pour faire connaître le moulinage. Moi, j'ai fermé en 86, mon père en 87. Il y a eu la concurrence du Proche-Orient et de la Chine qui sont arrivés, et en une dizaine d'années,
Les mouliniers ardéchois ont tous bouclé les uns après les autres, sauf quelques-uns qui avaient des brevets, qui étaient en lien avec des tisseurs, qui ont permis de continuer. C'est une entreprise qui a commencé au début du 19e et puis qui s'est beaucoup agrandie sur la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc on avait vraiment cette envie de montrer la réussite sociale qu'on avait. Et on reconnaît bien ça dans toute l'architecture du lieu. Et en même temps, on reconnaît aussi les aspects classiques, entre guillemets, de la salle de la filature avec ses grandes ouvertures, la cheminée. Et sur des salles plus basses, des salles de moulinage avec des plus petites fenêtres et des barreaux aux fenêtres parce que ça permettait que la soie ne se fasse pas voler. Et puis on est sur un site exceptionnel aussi parce qu'il fonctionne encore aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été la même entreprise, mais il y a eu toute une continuité jusqu'à maintenant avec d'abord de la soie naturelle, puis des fils synthétiques et des innovations, jusqu'à arriver aujourd'hui à des activités de tissage de fils très techniques. Le paysage évolue, à la fois de façon phénoménologique, c'est-à-dire qu'on perçoit son paysage et en fonction de ce qu'on perçoit, on l'aménage. Et une fois qu'il est aménagé, on le perçoit différemment, donc on le réaménage différemment. Et je crois que c'est pareil pour les moulinages. À un moment, c'est vrai qu'il y a des générations, peut-être les générations qui ont précédé la mienne, ne voyaient dans les moulinages que les vestiges d'une richesse et d'une industrie passée. Moi, aujourd'hui, je le vois comme une ressource. Ça peut être une nouvelle ressource. C'est Victor Hugo qui disait que l'usage des maisons appartenait à leurs propriétaires, mais la beauté extérieure de la maison appartenait à tout le monde, à tous les passants qui passaient par là. Ils avaient cette maison dans leur tête et ça faisait partie d'une de leurs possessions. On s'approprie les paysages, on s'approprie les maisons en passant et c'est une partie de nous-mêmes. Donc, par exemple, à Flaviac, ils ont détruit la filature Chabert qui était de l'autre côté de la rivière, qui avait des belles arcades, qui faisaient partie du paysage, qui était magnifique, avec ce fond de montagne. Et quand on passe, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, comme un visage avec une dent creuse. Et ça me touche, et ça doit encore plus toucher les gens de Flaviac. Et je trouve que, de quel droit on touche comme ça ce patrimoine? Dans le sud, on va trouver les plus anciennes roches sédimentaires qui sont les grès du Carbonifère. Qui dit Carbonifère dit charbon, les mines de charbon. C'est Saint-Paul-le-Jeune, tout ce secteur sud de l'Ardèche, mais c'est aussi le bassin de Prades-Jaujac, où là, il y a eu des exploitations de charbon toujours, parce que là, on a un ensemble d'affleurements du Carbonifère. Après, on va avoir le minerai de fer. Alors, le minerai de fer, c'est des gros gisements, on va dire, entre guillemets, depuis la Voulte, Privas, après de la région d'Aubenas, de la région de l'Argentière, mais côté plutôt Vinezac, etc., Aillon, Merzelay, plus au sud les Avelas, vers les Vences. Là, on a des concessions qui ont été accordées pour le minerai de fer. Et à Privas, notamment, 4 concessions pour exploiter des couches de minerai de fer. Et ces couches de minerai de fer ont permis d'alimenter les hauts fourneaux. Quand on demandait une concession, il y avait obligation de se rapprocher d'un site sidérurgique donc pour le faire. Donc à Privas, il y avait les sites déjà métallurgiques de la Voulte, mais il y a eu des hauts fourneaux construits au Pouzin. Et donc il y a eu le transport de ces minerais de fer au Pouzin, à la Voulte et même jusqu'à Soyons.
on voit très bien que la voie ferrée fait une grande courbe en passant vers Saint-Priest pour revenir sur Privas. Et c'est à cette occasion qu'il récupérait le minerai qui sortait du puits numéro 2 et du puits Saint-Jean de la concession de Véras. La mine de la Joie était exploitée pour principalement le minerai de zinc, dont on voit ici un sulfure qui est la blende et qui est bien cristallisé dans un petit filon. Mais à côté de la blende, qu'on appelle aussi sphalérite, il y avait d'autres minerais comme du minerai de fer, ce qu'on appelle la pyrite, c'est-à-dire un sulfure de fer. Et ce sulfure de fer brille comme de l'or, c'est pour ça qu'on l'appelait l'or des fous. L'intérêt du site, c'est que tu as tout au même endroit. Tu as les mines, la laverie, tout, quoi. C'est une canalisation qui a mené l'eau des vallons voisins, vallons dont les ruisseaux étaient détournés pour apporter l'eau dans un grand bassin. Ce bassin va être utile pour envoyer dans la laverie l'eau nécessaire au lavage des minerais. On voit également ici ce vallon où il y a là un filon qui a été exploité, le filon Alice, le plus important des deux filons. Les tables de Lickenbar, ce sont ces éléments-là qui permettent de faire le tri, ce qui sort du concasseur secondaire, qui est une poudre, avec des petits grains, des petites choses comme ça. Et donc, ils traitaient ça comme ça, avec le quartz, par exemple, qui sert de gangue, n'a pas la même densité du tout que la galène, sulfure de plomb ou le sulfure de zinc. Et l'eau elle-même, le résidu, était ensuite traité par les bacs de décantation. Donc voilà ce dispositif de table de Lickenbar. Il y en avait 2 ici, il y en avait 3 à Flaviac et il y en avait 4 à Sainte-Marguerite-la-Figère, ce qui permet de donner l'importance de la laverie et du gisement en comptant simplement ces tables de la laverie. La concession s'est arrêtée en 1950. Une mine est liée à ce qu'il y a comme minerai encore dans la mine, mais c'est lié au cours des métaux. Et quand on sait, par exemple, que du charbon australien arrivant en Dunkerque était moins cher que le charbon des mines du Nord, on s'aperçoit que ça condamne forcément à terme des mines françaises au profit de mines de notre pays. Quelques années avant la fermeture qui est intervenue en 82-83, l'Argentière produisait 80% de l'argent français. Je produisais 10-12 tonnes, c'était assez important. On est dans le chevalement de la mine de l'Argentière, qui est la dernière mine qui est fermée sur le territoire des Chauds. Elle a fermé au début des années 80, après un long mouvement social qui a essayé d'empêcher sa fermeture. Des ouvriers qui ont lutté longtemps pour ne pas rester sans emploi. Ça a été une histoire qui est difficile et qui fait qu'aujourd'hui, à l'Argentière, le deuil de cette histoire minière n'est pas facile à faire. Et par voie de conséquence, la patrimonialisation de ce lieu et de toute l'histoire de la mine qui y est rattachée est aussi quelque peu difficile. C'est vrai que ce qui est très impressionnant et très touchant ici, c'est que tout est en place. On a ces énormes machines qui sont encore là. On a toute la mécanique et l'électrique qui va autour. On a vraiment l'impression que quelque chose s'est arrêté il n'y a pas si longtemps et que il faudrait appuyer sur un bouton pour que ça redémarre, quoi. C'est assez cohérent finalement avec cette idée de deuil qui se fait pas, parce que on a l'impression que c'est toujours très présent.
Contrairement aux autres mines qu'on a pu voir, dans lesquelles on est clairement sur des ruines, on est clairement sur quelque chose qui a passé, qui a fait son temps. Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus vif. On peut citer le texte qu'a écrit Albert Dubois dans l'album du Vivarais, au cours de son voyage sur les chemins de l'Ardèche. Lorsqu'il arrive à la Voulte, voilà ce qu'il explique. « On peut voir une grande et belle usine où l'on forge du fer et qui vomit des flammes et de la fumée par les bouches toujours ouvertes de 4 hauts fourneaux. » C'est dans les années 1840. Si on arrive à la Voulte, au milieu du silence et de l'obscurité de la nuit, on se croit transporté à l'entrée d'une caverne fantastique, habitée par les gnomes du Moyen-Âge. L'aspect de ces colonnes de feu qui s'élèvent en tourbillonnant dans les ténèbres, les reflets bizarres dont elles éclairent les ouvriers presque nus qui circulent comme des ombres autour des bâtiments, le bruit sourd des flammes et du métal en ébullition, tout cela étourdit et fascine l'essence du voyageur. Il ne sait plus s'il habite le monde des rêves ou celui des réalités. C'est un des sites industriels les plus anciens de France. Il n'en reste plus beaucoup puisque les sites industriels ont été faits pour produire, n'étaient pas faits pour durer. Les fonderies ont profondément modifié la morphologie et la topographie du village. C'est-à-dire que la Voulte était une presqu'île jusqu'au XVIIIe siècle qui s'avançait dans le Rhône, constituée d'un rocher sur lequel étaient bâtis le château et les maisons. À partir du moment où les fonderies se sont implantées dans le quartier des Revols, déjà le quartier lui-même a été comblé pour créer le site industriel. Et en plus, le génie, on peut dire, d'un des directeurs de la fonderie, un des directeurs les plus importants, a été de rassembler les îlots entre eux en comblant ce qu'on appelle les launes, c'est-à-dire des petits bras du Rhône, avec le laitier, c'est-à-dire les scories qui étaient issues du tri du minerai. Et ça a permis de constituer des places, plusieurs quartiers qui ont été construits sur de l'eau. La place du marché était un lac qui a été comblé par les fonderies. Ces fonderies ont été jusqu'à produire 1/10 du fer français, à une époque où on utilisait beaucoup de fer, au début de la Révolution industrielle, et en particulier sous Napoléon III. Sous Napoléon III, c'est vraiment l'apogée, en particulier au niveau du matériel de guerre. Et donc, les fonderies se sont beaucoup développées jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'apogée, c'est à peu près 1860-1880. Pendant 20 ans, elles ont travaillé à fond et jour et nuit. Alors, on est ici dans le tunnel qui permettait de conduire le minerai jusqu'au site des fonderies depuis les sites d'extraction de la Boissine. Il y avait des rails qui conduisaient les wagonnets et qui les amenaient jusqu'au lieu de la fonderie. On voit bien l'hématite qui a coloré la roche sur toute cette surface. On a employé jusqu'à presque 2000 personnes, à la fois dans les mines et dans les fonderies. Et c'est un personnel qui jouissait de privilèges assez intéressants à l'époque. Par exemple, une mutuelle qui était alimentée par subvention de la Compagnie des Hauts Fourneaux, l'école gratuite pour les enfants, les soins gratuits aux ouvriers, le chauffage gratuit, le logement gratuit. Et ce qui nous paraît aujourd'hui très intéressant, une retraite à 60 ans après 25 ans de travail et qui était égale à la moitié du dernier salaire. Le site a commencé dans les années fin 18e sous le Directoire pour se terminer en 1890 à peu près. La concurrence était trop forte, la concurrence des houillères de Lorraine par exemple qui permettait d'avoir sur place à la fois le charbon et le minerai, de l'Allemagne, et puis surtout l'usine ne pouvait pas s'agrandir. On va entamer le parcours d'interprétation minière, c'est-à-dire on va voir les vestiges des houillères de Bannes, des 4 compagnies d'exploitation du charbon. Et donc on va aller emprunter le viaduc du Zulovic, qui est un viaduc qui fait 23 arches, qui a été construit en 1874 et qui a servi jusqu'en 1920 pour le passage de la voie ferrée sur laquelle roulaient les wagonnets de charbon.
Toutes les mines, progressivement, se sont raccordées ensemble par leur petite voie de 0,80 m. Et ça a fini par former un réseau qui faisait une trentaine de kilomètres sur le village de Bannes, ce qui est quand même pas mal, avec des voies dans les différentes vallées qui desservaient les différentes mines. Et tout ça, ça a convergé sur le viaduc du Doulovi pour traverser la vallée. Il n'a servi qu'une quarantaine d'années, quoi. Donc, bon, 40 ans, c'est pas négligeable, mais plus rien ne passe depuis 1930. Sauf les piétons et les touristes, mais... On est sur le tracé des 4 concessions qui ont été transformées en une seule concession, la houillère de Bannes, et qui exportaient leur charbon au PLM. Les wagonnets passaient ici. On retrouve des anciens morceaux de charbon, des déchets de charbon qui étaient chargés dans les wagonnets. C'est pour ça que le sol ici est noir, alors que partout ailleurs, il n'est pas noir. Le bon charbon était rechargé pour être expédié via la gare de transbordement du PLM. Paris Lyon Méditerranée, c'est la compagnie qui desservait tout le sud-est de la France au départ de la gare de Lyon, et expédié vers les villes du Gard et de l'Ardèche. Et donc ça a permis, à partir de 1880, l'extension des mines de Bannes à grande échelle, et donc avec des productions assez élevées de 1880 jusqu'à 1930, à peu près 1920-1930. On n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour déplacer un wagonnet ou un train, donc voilà, sauf si on va à très grande vitesse, bien sûr, mais c'est très rationnel en fait, en réalité. On dépense très peu d'énergie pour transporter beaucoup d'énergie avec le charbon. Il faut imaginer ce site sans végétation, avec des bruits de machines, avec des ouvriers qui travaillaient. À l'époque, c'était une petite usine, avec le bruit des wagonnets, les hennissements des chevaux qui apportaient les wagonnets en haut. La plupart des mines étaient assez en hauteur sur la colline, et elles étaient rassemblées en haut du plan incliné. Ça, c'était le baraquement des ouvriers qui s'occupaient du plan incliné. Le plan incliné est là. Donc on voit un wagonnet chargé, on voit le câble, on devine le câble qui passe là. Et donc en haut, il devait y avoir un wagonnet vide qui a été remonté par le wagonnet chargé en descendant. Le wagonnet chargé en descendant a fait remonter le wagonnet vide sur la voie d'à côté. Il faut savoir que sur les mines de Bannes, il y avait une douzaine d'entrées comme ça de mines, de ce style-là. Elles sont à peu près toutes dans le même style, avec une clé de voûte sur laquelle est écrit la date et le nom de la mine, bien souvent. Le charbon, il y avait 3 utilisations principales. Il y avait des foyers pour le chauffage, parce qu'en hiver, c'était quand même souvent il y avait le chauffage au bois, mais il y avait aussi le chauffage au charbon. Il y avait des poêles, des cuisinières. Chaque ferme avait sa cuisinière qui fonctionnait tout l'hiver. Beaucoup dans les usines à soie, parce que l'usine à soie, pour le moulinage, il y a besoin de tuer les cocons dans les bassines d'eau chaude. Il faut chauffer l'eau, il faut de la vapeur. Donc, il fallait donc une source de chaleur dans les usines à soie. Et puis, la troisième utilisation, dans les usines sidérurgiques, il y avait des fourneaux à différents endroits, au Pouzin, à la Voulte, etc., Soyons. Et puis, on pourrait même dire qu'il y a une quatrième utilisation, c'était les transports, c'est-à-dire les machines à vapeur. Et c'est ce qui a permis de développer aussi le fret, le transport des voyageurs dans les vallées ardéchoises, qui avant le train était quand même assez isolé. C'était le cheval, on n'allait pas vite. Pour aller à la préfecture ou à Privas ou pour aller descendre dans la vallée du Rhône, il fallait des heures et des heures. Le train a beaucoup révolutionné les choses. La compagnie CFD, donc chemin de fer départementaux, dont on voit un vestige maintenant, un magnifique vestige de Mastrou, c'était une compagnie qui a bien contribué à désenclaver l'Ardèche et donc à moderniser les modes de vie, à amener le progrès, etc. Donc là, je suis au débouché du tunnel de la Gadille. C'est l'ex-tunnel ferroviaire qui menait vers Saint-Paul-le-Jeune sur la voie ferrée Alès-Le Teil. On peut remarquer la qualité de l'appareillage du tunnel, donc des belles pierres sculptées, taillées de très bonne qualité. Et l'intérieur du tunnel est en bon état. Il y a juste une petite circulation d'eau, mais qui est normale, parce que dans un tunnel, on récupère les sources. Ce tunnel, d'ici quelques mois, il va être transformé en voie verte. Donc on pourra circuler en vélo dans le tunnel. Il y aura l'éclairage automatique qui s'allumera au passage des vélos. Et on pourra aller donc d'Ardèche vers le Gard en vélo très facilement, puisque ça va être aménagé côté Saint-Paul-le-Jeune, de même que le côté Gagnières par ici. Le site de Vidalon est important parce que c'est un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu d'innovation. Ce site de Vidalon, en 1872, accueille 1100 personnes.
À peu près 800 actifs et 300 soit très âgés, soit très jeunes. Sur ce site ne vivaient que des personnes qui travaillaient dans cette papeterie. C'était une immense propriété privée. Finalement, ils travaillaient ensemble, les enfants allaient à la même école, ils allaient à la même chapelle, la bibliothèque, c'était la bibliothèque de l'entreprise, les magasins d'approvisionnement aussi, donc on avait un milieu assez fermé. Ce lieu de Vidalon est quelque part un lieu mythique, pour plusieurs raisons. C'est vrai que c'est un lieu papetier depuis le XVIIe siècle, mais c'est aussi quand même le lieu du début de la conquête de l'air et de l'espace. Là, par la fenêtre, vous voyez le jardin, d'où est parti le tout premier aérostat le 14 décembre 1782. Ce cèdre que nous voyons aussi a connu les frères Montgolfier. Donc, sur le plan de la culture scientifique et technique et de l'innovation, c'était un lieu important en dehors de la papeterie. Annonay a été une ville industrieuse très tôt, même si ici nous sommes à Dévézieux. Il y a d'abord eu le travail des pots, et c'est lié à la présence finalement des rivières. On a besoin d'eau pour flâner les pots, on a besoin d'eau pour fabriquer du papier, mais à l'époque, on a besoin d'eau comme force motrice. Et ça, c'était très important, et une eau pure, et les eaux de la Dôme se prêtaient très bien à cela. Donc, une ville industrieuse, une ville enclavée aussi, ce qui veut dire que, d'une part, les Montgolfiers sont des hommes du siècle des Lumières, mais également de leur descendant Marc Seguin est aussi un de ceux qui sait que pour que l'industrie se développe, il faut désenclaver le territoire, il faut créer des ponts, il faut créer des voies de chemin de fer au XIXe siècle. Et on peut se dire qu'à la fois l'ouverture d'esprit d'un certain nombre d'Annonayens, tout comme l'enclavement, ont amené à réfléchir pour trouver des solutions pour faire en sorte que les productions industrielles circulent. Au milieu du XVIIe siècle, on commence à avoir besoin de plus en plus de papier. D'autre part, c'est quand même aussi l'essor de l'imprimerie, notamment en région lyonnaise. Pensons à Rabelais, notamment, sont déjà très présents. On a besoin de papier. Et autrefois, on fabrique du papier à partir des chiffons. La matière première, c'est le chiffon. Et il était important aussi que les nouveaux moulins à papier, on ne parle pas encore de papeterie, s'installent dans des régions, par exemple, où il n'y en avait pas, parce qu'on pouvait trouver un peu plus de chiffons. Lorsqu'on a fabriqué une belle feuille de papier, je dirais on a l'équivalent d'une feuille de buvard. Or, c'est très bien, le buvard, mais lorsque vous écrivez avec votre plume sur du buvard, ça ne va pas du tout. Il faut donc imperméabiliser le papier. En fait, on l'imperméabilise en le trempant dans un bain de gélatine. Et cette gélatine était obtenue en faisant cuire à petit feu les déchets de peau. Il fallait impérativement que les papeteries soient avant le travail des peaux, pour bénéficier d'une eau encore cristalline, et la Dôme descend du massif du Pilat. Donc le fait qu'il y ait des mégissiers, des tanneurs à côté, était important parce que les papiers pouvaient aller juger, si j'ose dire, sur pied, la qualité des produits, parce que la qualité des peaux était essentielle pour avoir un bon gélatinage du papier. Les Montgolfiers ont mis au point le premier papier vélin français, ici en 1777, très tôt. Les papiers canson vont être utilisés pour la photographie. On peut dire que ces papeteries, en fait, sont des papeteries qui ont toujours eu une volonté d'innover. Toutes ces innovations, très souvent, ont eu des répercussions sociales, puisqu'on était dans un métier, je dirais, traditionnaliste, vraiment. La compétition était très rude entre les deux papiers d'Annonay, Joanneau qui était très bon aussi, Montgolfier. Les Montgolfiers ont été choisis par les États du Languedoc.
Et lorsque Louis XVI va anoblir les montgolfiers en décembre 1783, il n'anoblit pas les deux inventeurs du vallon. Il anoblit le père pour les progrès qu'il a fait faire avec ses fils à la papeterie, notamment la mise au point du vélin, l'installation des piles hollandaises, et il est rajouté en troisième raison que l'attention du roi a aussi été attirée par l'invention de la montgolfière. Mais c'est bien le papetier. Et d'ailleurs, l'année suivante, le 19 mars 1784, cette papeterie recevra le titre de manufacture royale. Les ouvriers qui travaillaient sur ces machines, notamment le premier de machine, avaient un savoir-faire extraordinaire. Et d'autant plus qu'ils devaient adapter leur méthode à chaque papier fabriqué. On ne sèche pas un papier aquarelle comme on va sécher un papier pour le dessin au crayon. À chaque utilisation, il y a un papier, mais à chaque papier, il y a une technique adaptée. Donc cela paraît simple, mais les ouvriers avaient aussi un savoir-faire extraordinaire. En Ardèche, vous aviez le Cheylard, vous aviez Tournon, vous aviez toutes ces villes-là qui avaient des tanneries et des mégisseries. Et puis dans ces villes-là, ça ne s'est pas développé contrairement à Annonay. Puis Annonay, surtout, c'est la qualité des eaux. C'est-à-dire qu'on est à l'embouchure entre deux rivières, la Deume et la Cance, et ce sont des eaux qui sont non calcaires. Et ça, c'est primordial pour faire des pots de qualité. Et c'est par exemple l'inconvénient qu'avait Grenoble, parce qu'on pourrait se dire Grenoble, cité du Gand, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas créé directement leur mégisserie? Ce qui aurait été plus simple. Pourquoi aller se fournir à Annonay qui est à plusieurs kilomètres, en sachant qu'avant l'arrivée du chemin de fer, il fallait tout faire par des chevaux, donc c'était très long de faire parvenir les pots. Et en fait, c'est parce que la qualité des eaux n'était pas suffisante pour le type d'article qu'ils voulaient faire. Et les mégissiers à Annonay, au milieu du 19e siècle, Annonay, c'est la capitale mondiale de la mégisserie de Chevreau. Il y a plus de 7 millions de pots qui sont travaillés par an. Il y a un tiers de ces pots qui partent directement via des négociants en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Et le reste, c'est essentiellement vendu à des gantiers grenoblois qui eux-mêmes exportent dans toute l'Europe, y compris aux États-Unis, en Amérique latine, etc., etc. Je crois que c'est en 1833. Il y a 7 négociants qui sont en permanence à Annonay pour acheter des pots aux mégissiers directement et pour les expédier dans toute l'Europe. Il y a un négociant anglais qui est là en permanence pour expédier à Londres directement, dès que les pots sortent, pour qu'elles partent tout de suite vers les gantiers londoniens. Donc c'est vraiment une place de commerce très importante, au vu surtout de la taille de la ville à cette époque-là. On est aux alentours de 1830, c'est 15 000 habitants. Annonay, c'est pas très grand. Donc c'est vraiment une ville qui est à la campagne, clairement. Annonay, quand on arrive, c'est la première chose qu'on observe. Et puis une ville, paradoxalement, qui à cette époque-là peut paraître enclavée géographiquement, mais en vérité est connectée au monde. Mais au monde au point où des mégissiers, fin 19e siècle, achètent des jaunes d'œufs pour leur fabrication en Chine. Déjà, il y avait cette idée de mondialisation, parce que ça coûtait moins cher que de l'acheter en France. Et au 19e siècle, on n'a pas le transport aérien, on est au balbutiement de la marine marchande à vapeur. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant, toutes ces choses-là. Et on est vraiment sur des villes connectées. La lumière rentrait un petit peu, et c'est surtout la circulation d'air qui permettait de sécher la peau rapidement. Alors l'hiver, il pouvait y refermer un petit peu, et quand il faisait vraiment très beau, t'as un système de rails, et hop, on sort carrément les peaux au soleil. Et l'hiver, on rentre, on se calfeutre, et on met un poêle pour que ça sèche aussi. La mégisserie et la tannerie, en fait, au départ, c'est une notion de chimie et de technique. C'est-à-dire qu'une peau qui est mégie, c'est qu'elle va être rendue imputrescible, parce qu'on va y ajouter des sels d'aluminium, de la farine, des jaunes d'œufs, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le mégie. Donc, ça a donné le terme mégisserie. Pour la tannerie, on utilise le tan, T-A-N, et le tan, c'est essentiellement quelque chose qu'on retrouve dans les écorces d'arbres, à différents pourcentages, à différents degrés de force. Donc on peut avoir des tanneries qui vont utiliser de l'écorce de chêne, de l'écorce de châtaignier, ça c'était surtout en Ardèche. Dans d'autres régions de France, on va utiliser d'autres types de tannage végétal. Mais voilà un petit peu la différence. Mais aujourd'hui, dans la grande majorité, le processus de tannage est à base de chrome ou d'éléments synthétiques. Mais on passe de 18 mois, rien que pour le tannage, à 3 jours.
tannage végétal a quasiment disparu aujourd'hui en France. La grande course des tanneurs en France, en Europe et même dans tout le monde entier où on utilisait ce type de tannage, était d'arriver le premier à faire de la couleur. Donc Maisonnier a été un des premiers, par exemple, à faire du chevreau glacé. C'est une peau qui est tannée au chrome, qui va servir à faire de la chaussure, notamment pour femmes. Et donc lui, il va d'abord le faire en couleur noire, et puis assez rapidement, il va débaucher des ingénieurs qui vont pouvoir lui développer la couleur sur cet article-là. Il va être un des premiers en France à le faire. Ce monsieur Maisonnier qui avait la tannerie Maisonnier, qui a introduit le tannage au chrome dans son entreprise qui tannait végétal, n'a pas été connu que pour ce fait-là, puisqu'il a été le premier dans le monde à séparer la peau d'un bovin en deux. La partie supérieure s'appelle le cuir, la partie inférieure s'appelle la croûte de cuir. Donc ça, c'était une révolution aussi. La peau parcheminée, c'est une peau qui n'est pas tannée. Le cuir, lui, c'est une peau qui est tannée. Donc pour faire un parchemin, il faut 1 mois de fabrication, avec 30 opérations manuelles. Et pour faire un cuir, ça peut être plus court dans le temps, mais avec 110 opérations. Donc c'est un travail qui est très, très, très manuel. Au plus fort de l'activité, il y avait plus de 6000 personnes qui travaillaient la peau sur Annonay. Donc c'était énorme. Sans parler des personnes qui travaillaient, qui faisaient des machines pour les tanneurs, qui utilisaient les déchets comme ceux qui fabriquaient du feutre, ceux qui fabriquaient de la colle et de la gélatine. Il y avait aussi une fabrique de gants. Donc c'était une corporation qui était très, très, très importante. Annonay, c'est 5000 habitants sous le Premier Empire, c'est 20 000 habitants sous le Second Empire. C'est-à-dire que la population est tout de même multipliée par 4. Et ce qui attire essentiellement la main-d'œuvre locale, parce que c'est essentiellement des gens qui habitent dans les villages, dans un rayon de 20-30 km grand maximum, qui vont venir émigrer à Annonay, c'est essentiellement la mégisserie, en fait, à cette époque-là. Parce que la mégisserie, on passe de 150 ouvriers dans les années 1815 à près de 2000 ouvriers sous le Second Empire. C'est essentiellement ces gens-là qui viennent, qui vont faire un travail pénible, travail de rivière. Donc les fabricants sont très contents d'avoir des gens qui viennent de la campagne, qui sont robustes, qui n'ont pas forcément de conscience de lutte, de conscience de classe. Donc ça aussi, c'est important parce que ça évite aussi les grèves. Donc souvent, la première génération qui arrive, c'est la plus docile. Et puis ensuite, les enfants, ils vont être un petit peu éduqués, ils vont rentrer au syndicat quand le syndicat va être autorisé. Donc ils vont prendre un petit peu plus l'idée de remettre en cause l'ordre établi. Dès que la loi qui autorise les syndicats à se créer va être promulguée en France, à Annonay, tout de suite, les ouvriers mégissiers de Rivière créent leur syndicat, qui va regrouper 1200 personnes. Ce qui est énorme pour une ville de 20 000 habitants à peine. Tous les ouvriers mégissiers de Rivière vont le faire. Et en fait, il y a même le syndicat, pour dire à quel point il est important, un ouvrier mégissier de Rivière qui ne voudrait pas rentrer au syndicat ne serait pas pris dans une usine. Les ouvriers diraient au patron, nous, on n'en veut pas, et ils feraient grève pour ça. La crise de 1929-1930, là, ça va vraiment marquer un coup d'arrêt, et dans la tannerie et dans la mégisserie. Alors la mégisserie, ça accélère le processus et de concentration, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'usines, qui ne sont pas forcément très grosses d'ailleurs, mais on a beaucoup moins de mégisseries. Il y a une grosse perte de marché à l'extérieur, parce que chaque nation, finalement, se replie sur elle-même. Et typiquement, la tannerie Maisonnier, 1933-34, on est à 25% à l'exportation du chiffre d'affaires. On est passé de 75% à 25% en quelques années. Joseph Besset, c'est un enfant du pays. Il est né à Vanosque et au départ, il a appris le métier de charron. Le charron, c'était les artisans qui fabriquaient toutes les charrettes
que ce soit les véhicules agricoles ou les véhicules pour transporter des personnes. Il avait une phrase qu'il disait souvent, c'était « Ne me racontez pas d'histoire, je suis charron ». Ça veut dire qu'il savait aussi quand même ses racines ardéchoises, quand même de famille d'agriculteurs, c'était important. Et après, donc, on est passé de l'ère hippomobile à l'ère automobile. Et les charrons, eh bien, il a fallu un petit peu qu'ils se reconvertissent. Les charrons sont presque tous devenus carrossiers. Il va acheter un grand terrain, un terrain qui était en dehors de la ville. À l'époque, ça s'appelait Ma Campagne, c'était des prés à vaches. Et sur ce terrain, il va construire une belle usine. D'ailleurs, avec des actions Besset, quand même, c'est quelque chose aussi d'assez impressionnant. Il était précurseur des zones d'activité commerciale, des zones industrielles, parce qu'à l'époque, c'était à 3 km du centre-ville. Donc les gens lui ont dit « C'est foutu, ton truc, ça ne marchera pas ». Cette belle usine qui existe toujours aujourd'hui, elle a été donc fondée en 1925 sur ce site de Ma Campagne par ce petit charron, Joseph Besset. Le temps passe, on est donc dans les années 30 et ils carrossent des voitures, sauf que les grands constructeurs vont se mettre à sortir des voitures en série. Et Besset s'est dit qu'il allait avoir du mal à tenir la concurrence, puisque les voitures qu'il carrossait, lui, à façon, coûtaient beaucoup plus cher que ça. Donc, il a réfléchi et il s'est dit, je vais maintenant carrosser des cars. Les gens n'avaient pas les moyens de s'acheter les voitures, ils prenaient les transports en commun. L'avenir, c'est le transport en commun. Je vais carrosser des cars. Et ça, il s'est mis à les carrosser sur des châssis de camions, sur le même principe qu'on carrossait les voitures. Alors, les cars Besset, comme tous les cars de cette époque-là, c'était pas très facile à manœuvrer, ça roulait doucement. Voilà, ça a fonctionné pendant un certain temps. Et il avait toujours un coup d'avance, ce monsieur. Il avait entendu dire qu'aux États-Unis, il y avait un procédé de fabrication de véhicules issus de l'aéronautique complètement révolutionnaire. Il n'hésite pas à traverser l'Atlantique, il va en Amérique cette fois, il achète ce brevet, un brevet qui s'appelait Garwood, il va le ramener en France et il va déposer un brevet qu'il va appeler, lui, Isobloc, qui était adapté à la carrosserie de car. Il va faire un car ultra moderne, avec une structure autoportante, il n'y a plus de châssis, et moteur à l'arrière. Il faut savoir que ce procédé-là, qu'il appelait Isobloc, est toujours utilisé aujourd'hui pour carrosser, pour fabriquer des autocars. Donc il a inventé le car moderne. C'est une pub des années 40. Il met une femme au volant de son véhicule. Il faut savoir que la première femme à avoir un permis de transport en commun de personnes, ça date des années 60. Donc c'est une photo posée. Mais c'est pour dire, mon véhicule, mon Isobloc, il est tellement maniable que même une faible femme, elle est capable de le conduire. C'est quand même très moderne aussi comme conception de la publicité. Besset avait vraiment le sens de la communication. C'est à partir des années 50, l'usine de Besset a un petit peu moins bien tourné parce qu'il y a eu l'ouverture à la concurrence. Les brevets n'étaient protégés que pendant 10 ans. Donc Besset va faire faillite. Donc en 51, il est racheté par un certain Sylvain Florat. Ça va changer de nom, mais ça va continuer de fabriquer des cars et bus. Et ça va devenir la SACA provisoirement et très vite la Saviem. L'usine est montée jusqu'à presque 3000 employés à l'époque. C'était énorme, avec une production très, très, très importante. C'est les belles années de l'usine, c'est cette période-là. Saviem, ça va devenir très vite Renault Véhicules Industriels, puis Irisbus et maintenant Iveco Bus, qui existe toujours, qui reste le premier employeur de tout le bassin. Ça fait travailler entre 1500 et 1800 ouvriers quand même. Il faut savoir aussi que dans un car, on va y mettre des sièges, des moquettes, des pare-brises, des pneus. Ça fait travailler énormément de sous-traitants. C'est une très grosse entreprise, premier producteur de cars et bus de France, encore aujourd'hui, fondée par ce petit Ardéchois, il y a très très longtemps, mais qui travaille toujours. Et on l'espère encore longtemps.
À partir de 1833, les personnes de la famille Pavin vont s'installer définitivement dans ce lieu, près du château, qui s'appelle La Farge. Mais La Farge en 2 mots. Hein, ça veut dire la forge. Peut-être une ancienne forge, enfin, on ne sait pas exactement. Dans la région, il y avait énormément de chaux-fourniers, donc il y avait des fours à chaux, et qui faisaient de la chaux. Donc ils vont s'installer là, et comme il y a la possibilité de s'occuper de la carrière pour pouvoir faire de la chaux, ils vont se lancer dans l'exploitation de la carrière. Donc Léon s'est lancé là-dedans. Il n'avait pas trop le sens du commerce. Donc il commence en 1833, et après en 1839, Édouard vient l'aider. Et Édouard, à ce moment-là, il a davantage de possibilités de commerce, il s'y connaît un petit peu mieux, donc ça marche mieux à ce moment-là. En 1880, ils ont pensé que ce serait bien quand même d'avoir des ouvriers tout près de l'usine. Donc Raphaël de Lafarge, il avait épousé Blanche de Causan. Et malheureusement, son épouse est décédée à 35 ans et ils avaient déjà 8 enfants. Donc il a fait construire la cité et lui a donné le nom de son épouse Blanche. Il y avait 30 logements avec l'accès du côté où l'on passe maintenant, puisqu'on les voit quand on traverse. Et de l'autre côté, ça donnait directement sur le Rhône. En 1913, il y avait de plus en plus d'ouvriers et besoin d'ouvriers proches aussi de l'usine. Donc c'est la construction de la 2e cité qui aura 30 logements comme la première. Mais là, quand même, quand on a fait la construction, on s'est souvenu que le Rhône venait quelquefois déborder. Donc on n'a pas fait de logements au rez-de-chaussée, on a fait les logements seulement au 1er, 2e et 3e étage. Tout à fait au début, c'est uniquement de la chaux qui est produite dans des fours à chaux droits. Donc on le bourre par au-dessus. Et ensuite, il y a une flamme, donc dans les 900 degrés. Le four, il est briqueté. Et en dessous, il y a des grilles. Donc avec la combustion, tout ce qui passe au travers des grilles, c'est de la chaux. Voyez cette carrière, ce n'est qu'un dur rocher. La foudre, le tonnerre ne font que les brécher. Pour entamer son flanc tenace, il faut que le mineur y passe. Amis mineurs, chantez encore. De la farge. Partout des gens qui vont et viennent, des hommes, des femmes poussant des brouettes chargées de sacs en jute, se dirigent vers les longs bâtiments d'habitation qui encadrent une allée. Elle m'explique qu'elle travaille à la sacherie, mais que certaines d'entre elles rapportent des sacs à raccommoder chez elles. D'autres ramènent sur une brouette de linge qu'elles viennent de laver au lavoir qui semble situé plus haut. La journée terminée, les habitants se retrouvent en bas des immeubles. Des groupes se forment, les enfants nombreux courent de tous côtés. Des mamans promènent leurs bébés, bavardent entre elles. Elles me racontent qu'elles ont accouché à la maternité voisine, ce qui n'est pas commun pour les femmes des villages environnants. Les naissances ont plutôt lieu à domicile. Je m'écarte rapidement car j'ai failli prendre un ballon en pleine tête. Des enfants et même quelques adultes se livrent à un jeu de ballon prisonnier, où les exploits sont salués d'ovations. Quelques spectateurs présents commentent. Ils se débrouillent bien, ces jeunes. Certains pourront bientôt entrer au club de l'Étoile sportive. Il y avait entre 400 et 450 personnes qui vivaient ici quand même. Au milieu, le cercle Saint-Léon. Saint-Léon du nom du patron. Les ouvriers allaient le soir pour boire un coup, pour discuter. Il y avait des livres, il y avait des jeux, etc. C'est un endroit où se retrouver.
Les anciens habitants de la cité Lafarge, ce sont des Lafargeois. C'était une communauté, hein, c'était une communauté de vie où bon, ils se connaissaient, ils s'entraidaient. Bon, je ne dis pas qu'il n'y avait jamais de dispute, bien entendu, mais c'est quand même quelque chose en commun, quoi. Au point de vue social, il y avait plein de choses aussi. Très, très vite, ils ont fondé une caisse d'épargne. Lafarge, 4,5%. Et puis après, donc, il y a eu une caisse de secours. Donc, les ouvriers donnaient 1,5% de leur salaire. Et puis le patron donnait, évidemment, etc. Et donc après, il y a eu une caisse de retraite à partir de 1899. C'était vraiment très, très en avance. Hein. Donc cette façon quand même où le patron est proche de ses ouvriers, donc c'est le paternalisme. Alors le paternalisme, c'est vrai que maintenant, on le décrit maintenant, le paternalisme. Et c'est vrai qu'on n'aimerait pas vivre à cette époque-là, parce que nous, maintenant, on est indépendants. Je me promenais, en fait, c'était un rêve. J'ai en tête toutes les photos, j'ai des centaines et des centaines de photos. Et je me rappelle, là, je vois telle personne, là, je vois telle personne, là, je vois tel groupe, là, je vois telle activité. Quand je me promène, moi, j'ai l'impression de sentir un petit peu cette âme. C'est une âme, c'est exactement ça. Hein. Il faut que le mineur y passe. Là, c'était l'heure de passage d'écart. Donc on aperçoit encore semaine, donc les heures de passage en semaine. De la farge, le calcaire et de l'or. Atla, 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 les Lafargeois, les Lafargeois. Atla, 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 les Lafargeois sont là. Charles Murat, en 1850, a créé les bijoux Murat à Paris. Son fils Georges Murat est venu à Saint-Martin-de-Valamas et a créé cet établissement, des bijoux Murat aussi. Il y a eu plusieurs versions du pourquoi il est venu ici. Il y a eu la version comme quoi il avait des problèmes de santé et qu'on lui avait dit de venir dans un climat comme le nôtre et tout ça. Après, il y avait la version politique, et je pense que c'est plutôt celle-ci qu'il faudrait retenir, puisque Georges Murat a été quand même maire, il a été maire de Saint-Martin-de-Valamas, et il a été sénateur de l'Ardèche. Et puis, il y avait aussi cette opportunité d'avoir de la main-d'œuvre facilement, avec tous les gens qui, à l'époque, étaient plutôt des agriculteurs ou des fermiers et tout ça. Il y avait aussi l'eau qui permettait de faire tourner une turbine qui se trouvait de l'autre côté de l'usine et qui permettait d'avoir l'électricité gratuitement. Donc, je pense que tout ça est rentré en compte quand même pour l'installation de Murat à Saint-Martin-de-Valamas. Ici, j'ai appelé toujours le berceau de la bijouterie des Boutières, puisque ça a été la première entreprise de bijoux du secteur. Je pense qu'après la Deuxième Guerre, il y a eu environ 200 salariés pour Murat qui travaillaient ici. Après, en partant de cette entreprise, il s'est créé au Chélar les bijoux Legros, GL. Moi, j'ai connu environ 500 personnes qui travaillaient chez GL au Chélar. Il y a eu Bijoux Altesse à Saint-Martin-de-Valamas qui a dû employer au moins, si je me rappelle, 280 personnes peut-être. Donc si on fait le total de tout ça, il y a eu sûrement plus de 1000 personnes qui ont travaillé dans la bijouterie, sans parler de ceux qui faisaient du travail pour ces sociétés, mais à domicile. Et puis d'autres petits artisans qui se sont mis à leur compte aussi et qui ont travaillé soit pour eux-mêmes et qui faisaient du travail pour ces grosses sociétés, quoi. J'ai connu ce lieu avec 75 personnes, donc à peu près une cinquantaine de ce qu'on appelait des bijoutiers, ou chénistes, c'était plutôt chéniste le mot à l'époque. Alors la différence, c'est que les chénistes, ils fabriquaient surtout, ils montaient des mailles, donc ils fabriquaient des bracelets et des colliers, et les bijoutiers, eux, c'était plutôt les croix, les bagues, les pendentifs, les broches, les choses comme ça. Après, on avait aussi ce qu'on appelait les apprêteurs. C'est ceux qui fabriquaient les mailles, qui transformaient les fils pour pouvoir après les travailler derrière. Il y avait le polissage tonneau, ce qui permettait de faire briller les bijoux, de les nettoyer. Il y avait l'estampage à partir du balancier, donc qui permettait de fabriquer des anneaux avec la marque Murat incrustée dessus. Donc la fabrication des anneaux ressorts a été faite entièrement ici. Donc les personnes qui étaient habituellement des femmes qui faisaient cette fabrication, parce qu'elles avaient les mains plus agiles et plus fines que les hommes, avaient des séries de 4 ou 5 000 anneaux ressorts à fabriquer, et elles faisaient ça pratiquement à longueur d'année. C'était rare qu'elles fassent autre chose que ça. Quand même pas mal de prénoms qui me rappellent, je vois la personne, quoi.
J'ai connu des André, Henri, Séraphin, Joël, Gabriel, c'était le mécano. Des Charlotte, non. Yvonne, oui, j'ai connu. Marthe, j'ai connu. René, Gustave, Suzanne, Paul. Oh, je n'ai connu beaucoup. Raymond, c'était mon père. Ça rappelle des souvenirs, c'est vrai. Ouais, mon père travaillait là. Moi, j'étais là quand je suis rentré. À côté, j'avais Francis. Là, il y avait son père, Georges. Là, il en est passé du monde ici. Hein. À cette époque-là, il se faisait beaucoup des pommeaux pour des cannes fantaisie. Il s'est fait aussi beaucoup des choses pour les briquets, pour les fermetures de sacs. Il se fabriquait aussi des fermetures pour des bourses à mailles, c'est-à-dire un peu comme des porte-monnaies. Il se faisait pas mal de boîtes médicinales, des boîtes à pommade aussi pour les dames de l'époque. Au début, ça a été beaucoup ça. Et puis après, c'est passé au côté chaîne main. Donc c'était en plaqué or laminé. Le bijou était d'une résistance bien supérieure à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc dans le plaqué or laminé, la différence avec le plaqué or simple, c'est que le plaqué or laminé, c'était une feuille d'or qui était introduite par une certaine température qui faisait fondre la matière entre deux plaques de laiton. Donc il y avait déjà de l'or à l'intérieur de la matière. Et au tout début, à une époque que moi je n'ai pas connue, il se faisait des choses très sophistiquées, tout à la main, qui étaient assemblées, soudées, où on venait rajouter des petits motifs. Mais alors on s'imagine le temps que ça devait prendre pour faire tout ça, pour arriver à faire un bracelet. Murat a essayé à un moment donné, parce que tous ses concurrents avaient fait le pas, eux, de se tourner vers le bijou galvanique, c'est-à-dire plaqué or, cuivre et laiton. Et donc je pense que ça a été le début de la fin pour Murat, quand il n'a pas su prendre le virage à temps comme ses concurrents dans ce style de bijou, quoi. Qui est quand même ici une vie d'entreprise qui a duré de 1868 jusqu'à 1985 avec Murat, avec 42 salariés. Et de 1985 jusqu'à 2015 avec la société Ardilor. On a eu de la chance au pays que ces gens viennent ici. Ça a permis de faire démarrer toute l'industrie du bijou des Boutières et c'est quand même quelque chose de très important. J'ai fait 3 ans d'études en bijouterie-joaillerie à Lyon. Ensuite, j'ai voyagé dans plusieurs pays où je me suis spécialisée, où j'ai eu des expériences professionnelles pour m'arrêter en Ardèche pour une durée de 4 ans. Ici, c'est une pépinière, du coup, ça fait qu'on a un roulement, qu'on peut, on peut rester là pendant 4 ans. Et après, on doit donner notre place à quelqu'un qui veut aussi se monter et avoir cette chance, parce que c'est une opportunité d'être ici. C'est incroyable, il y a une entraide, on est plusieurs à travailler là, on se donne des idées, des filons, enfin, voilà, on se serre les coudes et il y a une solidarité qui devait y avoir à l'époque, sans doute, de l'entreprise Murat. Et voilà, enfin, dans la pépinière, on a un espace partagé et un espace commun. Donc l'espace commun, c'est toute la partie vitrine, boutique, où on expose nos créations qui sont faites sur place. Et chaque créateur a son espace, son atelier. Et après, on expose ça donc, dans la partie boutique. La particularité du patrimoine, c'est qu'il va porter 2 récits. Il va porter son récit historique, ce qu'il a été et ce qu'il est encore dans certaines formes, soit de mémoire, soit d'architecture, etc. Et il va porter aussi son récit de projet, de qu'est-ce qu'on veut en faire aujourd'hui. Est-ce qu'on veut y installer un musée ? Est-ce qu'on veut en faire une habitation ? Est-ce qu'on veut en faire un lieu de culture ? Ou est-ce qu'on veut aussi recommencer une activité et recommencer à produire des choses localement, par exemple, sur des sites comme ça. Donc il porte ces 2 récits et il porte ces 2 temps. Il va faire le lien entre le temps passé, le temps présent de ce qu'il est en train de devenir, et puis évidemment le futur, parce que c'est aussi vers quoi on va. Ce bâtiment, c'est une ancienne usine de bijoux, date de 1912. Un vieux bâtiment en pierre qui n'a plus été utilisé pendant près de 40 ans. Et on a réinvesti il y a maintenant 7 ans. Sur la porte de la nouvelle manufacture, en fer forgé,
il y avait M et L de Marius Legros. On a choisi de garder comme base ce logo pour s'inscrire un peu dans une continuité plutôt que de raser comme s'il n'y avait jamais rien existé. Et donc on a gardé le M et le L et on a rajouté le N de nouvelle pour signifier le changement, et ce qui a créé notre logo. On essaie de créer quelque chose de collectif, quelque chose de nouveau aussi, c'est-à-dire que repenser un petit peu aussi les espaces d'art comme on voudrait qu'ils soient plus que comme ce qu'ils existent, en créant quelque chose qui soit à la fois professionnel mais familial aussi, avec de la participation et puis se poser des questions aussi par rapport au monde dans lequel on vit. C'est une association, donc en fait les gens qui viennent ici se prêtent au jeu de l'adhésion. En moyenne, on est sur un millier d'adhérents à l'année. On vient, nous, de l'art plastique, pour la plupart des gens qui font partie de l'association. Et c'est le maillon un peu faible de la culture, donc on essaie de défendre ça pour donner une visibilité à ça, et puis aussi être là pour faciliter que ce soit l'accès à de l'art plastique aux locaux, aux habitants, et aussi faciliter l'accès à l'exposition à des artistes qui l'ont difficilement. L'idée, c'est plusieurs choses, faciliter la production, la création des artistes, que ce soit à travers des résidences ou à travers des conditions assez honorables, même si on a peu de moyens d'exposition pour pouvoir créer des choses. Ici, on peut tout expérimenter. Aujourd'hui, avec l'ouverture du café culturel, on peut accueillir des concerts, des spectacles, du spectacle vivant, des projections, des conférences. On s'est un peu plus ouvert. Du coup, forcément, ça donne de l'ampleur au projet et ça donne plus de travail et du coup aussi plus de résultats. Je ne pouvais pas habiter dans ce lieu sans montrer le respect que j'ai pour cet endroit et pour le passé. Donc, je piétine tous les jours dans le passé des gens. Et des fois, les passés qui sont très durs. Il y avait des lucarnes comme ça, toutes petites, et tout couvert, avec des bardages, tu vois. Et quand j'ai vu ce bâtiment, la taille de ce bâtiment, je me suis dit, si je mets toutes les fenêtres très grandes comme ça, j'aurai un atelier lumineux comme tout. Et voilà. Et donc, j'ai restauré l'atelier d'abord et la galerie après. La galerie est venue par la nécessité de disposer, d'accueillir le public et tout ça. Là, c'est la maquette d'une installation de 92 mètres de long qui est peinte des deux côtés. Elle est tellement grande, j'ai travaillé 10 ans dans cette œuvre. Et j'avais besoin de cet espace pour travailler. Toute la peinture, elle se suit. Et donc, il fallait un endroit pour mettre au moins 4. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un fil qui passe dans toute cette œuvre jusqu'à arriver au noir. C'est comme le fil du moulinage, c'est comme le fil de la vie, c'est comme le fil de la continuité. Le bruit lancinant des machines s'est arrêté. Et les ouvriers sont partis en silence, en laissant derrière eux leurs pas usés dans la pierre. Des étoiles de perles étaient tissées lentement par les araignées. En bas, la grande roue témoigne de notre temps. En haut, l'atelier blanc est habité par des toiles et les bambous chantent avec le vent. L'usine, c'est les années 44, les premières traces qu'on en a. Donc d'abord Jourdan, puis sous Duchier d'Anneau. Et c'était des chaussures de luxe pour femmes, donc qui étaient fabriquées dans toute l'usine. Magma, c'est une maison d'agitation multiculturelle et alternative. C'est l'histoire de réinvestir cette friche industrielle qui s'est retrouvée vide en 2016. Et c'est un peu de là que commence cette jolie histoire. On a envie de créer quelque chose de durable, quelque chose de pérenne, et aussi de s'essayer finalement à un projet collectif. Parce qu'au début, on se rencontre et on crée un collectif d'une 10-12 de personnes. Quand on voit les espaces, quand on voit la typologie, en fait, ça nous a vachement inspirés. On s'est aussi beaucoup fié à ça.
Quand on voit le niveau 2, on se dit bah ouais, c'est des bureaux, on peut faire des bureaux partagés ou individuels. On projette un coworking, on projette des salles de réunion, des salles de conférence, des salles d'animation aussi pour faire se rencontrer les gens et toujours en ayant en tête que ce qu'on veut, c'est que ça circule les échanges, les paroles, les compétences, les savoirs. Il y a vraiment ça qui guide le projet tout du long, quoi. On a réussi à créer aussi un engouement autour de ce projet et grâce aussi à un réseau de bénévoles, parce qu'en un an, il y a plus de 80 personnes qui sont passées sur les chantiers à différents degrés d'implication. On va avoir des gens qui sont venus une fois, mais d'autres qui nous ont suivis sur plusieurs mois ou plusieurs semaines. Et ça, pour nous, c'est un apport hyper riche, quoi. Sans ça, on n'aurait pas tenu le coup moralement, mais on ne serait pas venu au bout de cette première étape de travaux, quoi. Cela fait plus de 4 ans que l'on s'y voit, que l'on s'y projette. D'abord, on regarde très loin, sur le haut de la grande terrasse, en surplombant la rivière. On s'imagine. Habiter ce lieu, le faire vivre, et en faire un lieu de rêve, un lieu tendre et un lieu fou, un lieu hors des sentiers battus par la violence de notre société et par son absurdité. Un lieu qui a du sens, un lieu différent, un lieu des possibles, un lieu du commun. On fera ici une salle pour ça, là un espace pour ci. Ici on démolit, ici on reconstruit. On se fait architecte, concepteur d'un lieu en abstraction qui nous fédère. On se groupe autour de ces images, on se donne des règles du jeu entre nous, on structure une société. On la veut coopérative. Coopérer, les uns avec les autres, s'enrichir, s'entraider, s'écouter, s'harmoniser, pour créer. On a pensé, on a parlé, on a écrit du papier, des mails, des posts, on a bu, on a dansé, on a chanté. Et un jour, on achète le moulinage. On entre dans les murs, réellement. On ouvre les fenêtres, on libère les portes, on fait tomber les plafonds, on rentre dans le lieu, on y pénètre. Je peux vite me perdre. Par où s'y prendre ? C'est monumental. Je me trouve un espace plus confiné et je nettoie. Un angle, un petit coin par où commencer. Je trie les déchets, les merdes accumulées là depuis des années. Les mains dans la boue, le plâtre, le corps qui plie du métal, qui ramasse du bois, qui porte des pierres, qui racle les murs. Cliner les déchets d'une ère industrielle passée. On va créer un compost géant sur cette vieille friche, dans cette grande poubelle en ruine. On va y faire pousser du mieux comme on peut. On réhabilite une ancienne usine. On a vraiment le sentiment de vivre dans un élément patrimonial, hein. Donc on s'est beaucoup intéressé aux moulinages qui sont très présents dans le secteur quand on est arrivé. On a même demandé un peu naïvement si ce n'était pas une offense au moulinage de les transformer en habitation. Les responsables de l'association des moulins Moulinage La Gluère nous ont dit au contraire, le fait qu'il y ait des personnes qui rachètent ces moulinages, ça évite qu'ils tombent en ruine et du coup on permet à ce patrimoine de survivre un peu plus longtemps d'une certaine façon. Hormis le patrimoine bâti, le patrimoine industriel a disparu, hein, les machines ne sont plus là. Et nous, au niveau familial, surtout moi, à titre personnel, qui m'importe le plus, c'est la biodiversité, hein. Je suis naturaliste, professeur de sciences de la vie de la Terre. Et on a la chance d'avoir pas mal d'espèces de chauves-souris qui occupent le moulinage. Certaines dans la salle voûtée, d'autres dans les murs, dans des interstices entre les pierres. Ça va dépendre des espèces et de leurs exigences. Et puis ça dépend des moments de l'année. Et ce qui est original à celui-ci, c'est la colonie de petits rhinolophes. Ce sont des femelles qui viennent en groupe pour mettre leurs petits au monde au beau jour en été. Et là, on est justement sur la période où elles ne vont pas tarder à mettre leurs petits au monde. Et là, actuellement, elles sont sous la terrasse. Et là, c'est l'espèce petit rhinolophe. C'est la taille d'un pouce, la taille du corps. C'est une espèce qui, à l'échelle de l'Europe, est devenue très rare. Elle a complètement disparu, par exemple, du Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Elle a beaucoup souffert de l'agriculture intensive, de grandes surfaces de monoculture, des traitements chimiques, des pesticides. Elles ont plutôt bien résisté ici.
Ces chauves-souris, en fait, elles sont là depuis très longtemps parce qu'on a la chance d'avoir une voisine qui a fait toute sa carrière professionnelle ici et qui nous a bien dit que les chauves-souris étaient présentes, y compris quand l'usine tournait. Donc les petits rhinolophes apprécient beaucoup les habitations. Alors souvent, c'est les granges, les greniers, mais là, c'est le moulinage. On est dans une zone Natura 2000, dans un ENS, un espace naturel sensible. Donc on a souhaité officialiser auprès du public le fait qu'il y ait des chauves-souris et puis que les chauves-souris sont protégées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont peur, alors qu'on ne craint rien que les chauves-souris. Au contraire, hein, chacune d'entre elles va manger entre 1000 et 3000 moustiques chaque nuit. Donc c'est plutôt sympa les chauves-souris, on est bien content de les avoir et on espère qu'elles seront là longtemps encore. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux pour l'avenir du patrimoine industriel en Ardèche. Il y a en premier lieu le fait qu'il faut mieux le connaître. Il faut qu'il y ait des travaux de recherche dessus. Il faut aussi qu'il y ait de la collecte de mémoire parce que cette mémoire, elle est extrêmement fragile et elle s'en va extrêmement rapidement. Je pense aussi qu'il faut mieux le valoriser. Il faut qu'il y ait plus de lieux qui permettent cette transmission aux jeunes générations, qui leur permettent de comprendre quel rôle ça avait dans la société de leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents. Et je pense aussi qu'il y a un enjeu d'ouverture, de finalement comment est-ce que ces lieux industriels sont des sites qui permettent d'ouvrir les imaginaires, de penser la création et donc d'amener autre chose sur le territoire ardéchois, d'amener des nouvelles choses aussi sur le territoire ardéchois, d'oser apporter cette ouverture-là.